simplement pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire que, bon, on est désolé, mais Étienne Klein a eu un empêchement de dernière minute et il sera là cet après-midi. Il faudra venir ce matin. Mais finalement, vous ne perdez pas au change parce que le club d'astronomie du Mont d'Arbois a préparé un diaporama avec de superbes photos d'aurore boréale et avec un certain nombre d'explications sur le sens des étoiles et l'explication de l'univers et de tout ce que cela peut évoquer en termes d'imaginaire et en termes aussi de réalité d'explication du temps. Donc, le programme est en train de se mettre en place, on attend encore quelques personnes. Voilà, vous allez, je pense, passer un bon moment avec des photos superbes. Il s'est occupé à mettre son diaporama, donc il ne peut pas mettre en temps. Tu n'entends pas? Je vous disais que Étienne avait eu des problèmes personnels qui l'obligent à faire un aller-retour ce matin à Genève et il sera là cet après-midi pour participer à donc une autre conférence sur le versant intime des personnalités qui ont une approche personnelle de la montagne. Mais ce matin, il a donc été retardé. Mais je vous ne perdrai pas au change parce que vous pourrez observer le ciel et les étoiles avec nos amis du club d'astronomie du Mont d'Arbois, notamment avec Jacques Amselem et Didier Plassard, qui est également astronome et aussi photographe, et qui vous montrera les superbes photos d'aurore boréale qu'il a pu saisir en Islande et à Salange. Donc c'est vraiment un régal pour les yeux, et puis une explication aussi de l'espace, et puis une façon de mieux comprendre l'univers qui est un domaine qui nous dépasse, mais qui nous intrigue et qui stimule notre imaginaire et qui modifie notre rapport au temps, puisque c'était le thème de l'intervention que devait faire Étienne ce matin. Et il en parlera aussi bien cet après-midi en partageant son temps, puisque c'est un sujet de prédilection, avec les autres intervenants de cette conférence. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a du génétique ou de l'agnole dans l'univers et sur les étoiles, mais en tout cas il y en a dans la vallée. Et je vais donc passer la parole à Jacques Amselem, qui est le président du club d'astronomie du Mont Blanc, et qui pourra vous expliquer et vous dire quelles sont les attributions de ce club, comment il a été formé, comment il fonctionne. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez formidable. Et vraiment, je les remercie d'avoir pu, de façon très réactive, préparer leur diaporama qui, je pense, vous laissera des souvenirs de l'académie parce qu'ils vont vous en mettre plein les yeux. Sous réserve que vous n'ayez pas des étoiles devant les yeux. Mesdames et messieurs, bonjour. On n'est pas habitué. Bonjour Marcus. Excusez notre précipitation, notre énervement. C'est un peu à la volée qu'on va vous faire une partie de la présentation. Une personne qui devait faire la qualité n'a pu se joindre à nous. Donc, comme l'a dit Michel, ce matin, ça va être quelques images sur l'astronomie. Et je vais juste faire l'introduction en espérant que ce ne soit pas trop long. Sur le club d'astronomie, Mont d'Arbois Astronomie, qui se trouve là-haut sur la crête du Mont d'Arbois, situé entre Saint-Gervais et Megève. Il y a là-bas un observatoire d'astronomie qui est né, qui a commencé en 2012. La construction s'est terminée en 2014 et l'inauguration a eu lieu en 2015. Donc depuis cette époque, nous avons
nous, Club d'astronomie, Mondarbois Astronomie, la chance de pouvoir utiliser un matériel de très grande qualité. L'observatoire ainsi que l'ensemble du matériel a été fortement subventionné par Madame de Rothschild, par M. Mouawad et d'autres personnes qui ont contribué à l'élaboration, à l'édification de cet observatoire. Aujourd'hui, nous sommes une petite trentaine d'astronomes. Certains font de l'observation, d'autres font de la photo d'astronomie. Nous avons la chance d'avoir dans notre équipe plusieurs personnes qui ont un niveau en termes de photographe d'astronomie, un niveau national. Certains même contribuent à du travail avec des laboratoires extérieurs à Oxford et quelquefois présentent des photos à la NASA. Donc voilà, on a des gens qui tiennent vraiment la rigueur. Je vais conclure ma présentation en passant la main à Didier Plassard, qui est un vieux de l'astronomie. Mais il a encore du tonus. Quand on commence à l'âge de 10 ans, on peut dire qu'on est encore un jeune qui nous présente de belles choses. Certaines de ces images, peut-être vous les avez déjà vues. Elles ont eu la chance d'être présentées plusieurs fois à la télévision et dans des revues spécialisées. Donc Didier, je vais te passer la parole et je vais essayer de t'aider dans la présentation. Voilà. Bonjour. Donc Didier Pessard du club d'astronomie Mondarbois Astronomie. Alors Étienne nous a fait un petit clin d'œil, donc il va falloir prendre un peu sa place. Alors en fait, je vais vous présenter deux types de phénomènes lumineux de haute atmosphère, c'est-à-dire d'une part les aurores boréales et dans un second temps les stripes. Alors, pour ce qui est des aurores boréales, je vais vous expliquer un petit peu comment elles se produisent, d'où elles viennent, et puis je ne vais pas vous montrer les photos que j'ai faites en Islande, parce qu'en fait, il y en a pas mal d'exposés dans la grande salle du salon. Et par contre, je vous montrerai c'est peut-être plus intéressant, quitte à montrer des aurores. Je vous montrerai un petit diaporama des aurores que j'ai prises le fameux soir du 10 au 11 mai. Et là, il y a vraiment eu un phénomène assez extraordinaire pour la région, quoi. Alors, les aurores, pourquoi des aurores? Tout part du Soleil. Donc le Soleil, qui est notre étoile, c'est un bouillon d'hydrogène qui se transforme en hélium, là. Et alors, il a un cycle, il est réglé, le Soleil. C'est-à-dire qu'il a un cycle de 11 ans. Et par exemple, le bas de cycle était en 2019. Le prochain bas de cycle sera en 2030. Donc au bout de 5 ans, on arrive en haut de cycle. Et on est donc de 2019 à 2024. Donc il était prévu pour le maximum solaire était prévu début 2025. Et apparemment il sera, même pendant l'année 2025, mais là apparemment ça s'est un petit peu accéléré puisqu'il le prévoit pour fin 2024. Donc ça tombe bien puisque dans 2 semaines je pars pour un voyage en Islande de 2 mois et justement j'ai rendez-vous avec le soleil aussi. Donc ce soleil là, quand il est en forte activité, ou qu'il commence déjà, quand il démarre son activité, il se produit à sa surface des taches.
on observe avec les télescopes, les lunettes, bien sûr, pas en regardant directement dedans pour ne pas se brûler les yeux, mais avec des filtres. Et ces taches, en fait, c'est des zones où il y a des forces électromagnétiques très fortes, et il se produit des explosions depuis ces taches. C'est carrément des bouffées de particules à haute énergie qui partent dans l'espace. C'est des explosions comme ça au sein de la tache. Et ce flux de particules, il part dans l'univers, et de temps en temps, eh ben, il part du côté où il y a la Terre. Et donc ces particules de haute énergie arrivent vers la Terre en l'espace de un jour et demi. Je ne me rappelle plus exactement la vitesse, mais je crois que c'est du 80 000, 70 000 km/s, ou je ne sais pas quoi, je me rappelle. Là, je ne vais pas trop m'avancer sur des détails trop techniques, parce que je ne suis pas assez pointu pour vous expliquer tout ça. Mais en fait, quand ces particules arrivent vers la Terre, il faut savoir que la Terre, c'est une planète avec un noyau ferreux. Et le fait qu'il y ait un noyau ferreux, et que la Terre est en rotation, ça provoque un effet dynamo, et autour de la Terre, il y a des lignes de champ magnétique qui partent des pôles et qui rejoignent l'autre pôle. Ça fait de chaque côté, comme ça, des arcs de cercle. C'est un bouclier qui nous protège parce que si on recevait toutes ces particules, on ne serait pas bien en forme, je crois. Et donc ce bouclier, d'une part, nous protège, donc il canalise les particules, il les envoie au pôle, et alors là, il se passe encore quelque chose de... Tout de suite, on a des aurores diurnes, c'est-à-dire côté du soleil. Il y a des aurores pendant la journée. Et le flux de particules est expulsé après très loin derrière la Terre. Et quand les lignes se retouchent, ça provoque un phénomène que je ne connais pas. Et les particules, elles reviennent vers la Terre, à très grande vitesse toujours. Et là, elles sont canalisées pareil par les lignes, et elles rejoignent les pôles. Et on obtient un arc auroral. Et c'est cet arc qu'on voit quand on se trouve dans les pays nordiques, au-delà du cercle polaire, même un petit peu en dessous. Et ça nous fait on appelle ça un ovale auroral. Et alors, pourquoi les aurores sont descendues jusque chez nous? En fait, quand vraiment les explosions sont très fortes, il se trouve que quand elles arrivent sur les lignes de champ magnétique, elles courbent, elles arrivent à courber la ligne de champ magnétique, les faire descendre, et ce qui fait que l'arc auroral, au lieu de rester au-dessus des pôles, comme ça, il descend carrément à des latitudes beaucoup plus basses. Donc c'est ce qui s'est passé la nuit du 10-11 mai, où on a pu avoir les aurores sur Salange. Donc, quand ces particules reviennent dans l'atmosphère, elles viennent collisionner les particules qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et un atome, il a un noyau, et puis il y a des électrons qui tournent autour. Et donc, quand ces particules se percutent, elles viennent percuter un électron. L'électron, il est sorti de son orbite, et naturellement, il va revenir sur son orbite, parce que quand il sort de son orbite, il emmagasine de l'énergie. Et pour revenir à sa station stable, il faut qu'il libère cette énergie. Et quand il libère cette énergie, il libère un ion, c'est-à-dire c'est une particule de lumière. Et c'est cette particule de lumière, c'est des milliards de particules qui nous font ces draperies
ces draperies merveilleuses en fait, qu'on adore photographier. Et alors, cette particule qui est émise, elle est importante parce qu'en fait, en fonction de l'altitude où l'électron a été percuté, en fonction de l'altitude, vous ne rencontrez pas les mêmes couches. Vous allez trouver de l'oxygène atomique, de l'oxygène, du dioxyde d'azote. Et par exemple, le dioxyde d'azote est très bas dans l'atmosphère. Et lui, c'est eux qui vont donner la couleur au ion qui est éjecté. Alors si c'est du d'azote, il va être violet. Si c'est de l'oxygène, il va être vert. C'est pour ça qu'il y a une palette de couleurs dans les aurores. Et notamment celle qui était sur Salanches, il y a beaucoup de violet parce qu'en fait c'était tellement puissant que les particules sont descendues très bas dans l'atmosphère, d'où ces couleurs violettes et roses produites par le dioxyde d'azote. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait un film qu'on avait fait avec Stéphane Vetter en 2015 en Islande. Voilà, là c'est une vidéo, comme vous voyez le point rouge, c'est la vidéo réelle. Là c'est les draperies qui se déplacent à vitesse réelle. Il y avait de la musique avec, mais il n'y a pas de son. Ah, mais ils n'ont pas mis la musique pour que j'ai compris. Et alors, pendant une aurore, vous voyez ces rideaux qui défilent. Et ça peut durer 30, 40 minutes. Et à la fin, souvent, à la fin de l'aurore, quand elles sont très fortes, on obtient ce phénomène que les Islandais appellent l'œil de Dieu. Et c'est une espèce de glou, une mayonnaise qui se produit là-haut, une mayonnaise de particules, et ça vous donne un effet assez spectaculaire. Donc ça c'est Stéphane Vetter, c'est un photographe qui a Toulouse et j'avais rencontré celui qui m'a appris à faire de la photo panoramique, qui m'a fait découvrir les aurores. C'est un peu un précurseur là en France. Donc pour réaliser ces vidéos d'aurore, il n'y a qu'un seul appareil photo qui arrive à filmer les aurores en direct. C'est le petit Sony A7S, qui est un capteur hypersensible. Alors, il n'y a pas beaucoup de pixels, il n'y a que 12 millions de pixels, mais c'est des gros pixels de 9 mm. Et donc, quand on a des gros pixels, on a beaucoup de sensibilité. Il y a moins de définition puisqu'il n'y a que 12 millions de pixels, mais on arrive à ce résultat-là. Tu veux qu'on passe au sprite? Alors, j'ai pas vu pendant que j'ai expliqué, vous avez passé les diaporamas de Mayer. Oui, je te les repasse si tu veux, et après on pourra passer au sprite si tu veux. Qu'est-ce que Mais par contre, il y a 27, je crois qu'il y a 27 panneaux, donc il faut pas traîner pour les passer. D'accord. Je fais 3-4 secondes ou quoi. On va voir parce qu'ils sont très gros. En plus, ils ont repris la télécommande, donc moi j'ai rien. Donc ce fameux soir, j'ai été prévenu qu'il y avait des aurores, puisque j'ai des applications sur mon téléphone, Aurora Forecast ou Space Weather, qui vous envoient des alertes. C'est dans les paramètres, vous réglez vous dites, ben voilà, quand ça dépasse alors, elles ont une force, les aurores. C'est comme les tremblements de terre, il y a une échelle qui va de 1 jusqu'à 9. Et donc, moi, pour voir les aurores ici, il faut au moins que c'est l'indice KP. Donc cet indice KP,
pour avoir des aurores en Haute-Savoie, il faut qu'ils soient assez forts, il faut minimum 6. Donc je règle sur 6 mes alertes, et quand ça dépasse 6, je reçois des messages comme quoi un orage s'est produit et qu'il y a des particules qui ont été captées parce qu'il y a un satellite qui est au-dessus de la Terre. Lui, il enregistre les bouffées de particules qui arrivent du Soleil et après, donc, il envoie les données à la Terre. Et on sait à peu près dans combien de temps on va l'avoir. Donc voilà les photos. Vous reconnaissez les 4 têtes à gauche. Les 4 têtes à eux, les aiguilles de Varins. Donc c'est des pauses de 4 secondes. Donc avec cette application, eh ben, j'avais déjà préparé mon matériel photo l'après-midi, parce que le soir, j'avais quelque chose. Et quand je suis rentré, j'ai vu sur Facebook les aiguilles de Varins avec le ciel tout rouge. Donc j'avais prévu au départ d'aller au sommet du Salève, parce qu'il y a un horizon nord bien dégagé. Je m'attendais à voir une petite zone un peu rose avec peut-être 2-3 bouts de rayures. Et en fait, comme je n'ai pas eu le temps d'aller au Salève, je suis monté à Maillère, puisque c'est juste au-dessus de chez moi. Et voilà le spectacle. Je ne m'attendais pas à voir des aurores comme en Islande, vous voyez, par rapport au massif du Mont Blanc. Alors ça, c'est tout le fameux arc auroral qui monte qui va très haut et qui s'étend d'est en ouest. Vous voyez ces colonnes, ces piliers de particules. On voit même le départ des alpinistes là, qui partent au Mont Blanc à ski et ceux-là qui partent par le calcul. Parce qu'en fait, les photos ont été prises entre 0h30 et 3h du matin pratiquement. Ça s'est fini, j'ai arrêté à 4h15, il y avait encore un peu d'aurore, mais bon, il n'y avait plus de piliers comme ça. Didier, tu veux qu'on finisse sur les sprites? Voilà, donc, oui. Alors attends, avant d'envoyer les sprites, il y a peut-être des questions. Tout à fait. C'est quelle intensité Alors là, le KP est 8,7, c'est-à-dire pratiquement au maximum. Donc c'est pour ça que c'est descendu si bas en altitude. Mais elles ont été, il y en a qui les ont vues depuis la Corse. Même depuis le Portugal. Des témoignages depuis le Portugal. Ouais. Et dans le massif central, les aurores, elles montaient carrément jusqu'au zénith. Sur les photos, l'arc auroral rouge qu'on voit sur la droite, qui est un peu délimité par un trait un petit peu plus sombre, il est remonté carrément jusqu'au zénith. Mais c'est la première fois que ça arrive, ce phénomène. Eh ben, je crois qu'ils n'avaient pas revu d'aurore comme ça, aussi puissante depuis 20 ans. Ouais. Mais ça peut très bien se reproduire, hein, parce que le maximum solaire, c'est fin 2024, donc on peut avoir encore peut-être une ou deux sessions de cet ordre-là. On y va? Vous avez d'autres questions? Bon. Alors, en plus de chasser les aurores, j'ai un peu suivi mon mentor, parce que c'est celui qui m'apprend un peu toutes ces choses-là, Stéphane Vetter, donc astrophotographe aussi, chasseur d'orage, chasseur d'aurore. Et c'est lui qui a importé ça un peu en France, parce qu'il a vu ce qui se passait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est toujours les précurseurs, 14 des choses comme ça vient de là-bas. Ils ont beaucoup d'orages, et des orages très forts aux États-Unis. Donc c'est là qu'ils ont pu observer au-dessus des orages des phénomènes spéciaux. Alors voilà, il ne faudrait pas faire passer toutes les photos maintenant, parce que si on les passe après avec des explications, c'est mieux.
D'accord, d'accord. Quand il y a un orage, vous avez un plafond nuageux qui se trouve à 2005-3000 mètres, donc 2 km 5, 3 km. Je parle là en kilomètres parce que c'est important pour la suite. Et vous voyez la foudre qui relie le nuage au sol, ou qui peut très bien relier le sol au nuage. Il y a des foudres ascendantes, descendantes. Et alors, quand les cellules orageuses sont très fortes, que les déclenchements de foudre dépassent des intensités, alors il faut que ça dépasse 100 kA. Et ces éclairs, s'ils sont positifs, ils déclenchent un phénomène dans l'atmosphère. Alors vous avez votre plafond bas comme ça dans la vallée, à 2 km 5, 3 km toujours. Et cette décharge électrique de plus de 100 kA déclenche une étincelle. Mais le bas de l'étincelle, là, le bas des tentacules, là, c'est 50 km d'altitude. Et ça monte jusqu'à 90 km d'altitude. Donc, ce qui veut dire que le phénomène que vous voyez là, il fait 40 km de haut. Et ça explique, donc, pour les saisir, bien sûr, il faut qu'il y ait un orage sur une région, et que vous, quand vous êtes posté avec votre trépied ou votre appareil photo, il faut que vous ayez le ciel clair, il faut le beau temps. Donc il faut qu'il y ait des orages, il faut que vous soyez dans une zone de beau temps. Alors bon, ça on peut le prévoir. Et Est-ce que ça pour se que... voit à l'œil nu? Est-ce que ça se voit à l'œil nu? Alors, ouais, ça on ne sait pas trop. Enfin, moi je ne sais pas parce qu'en fait, je vous expliquerai avec la prise de vue. Mais quand ça explique qu'on se met à distance de l'orage pour le photographier. Par exemple, sur cette image, on est à l'observatoire de Saint-Gervais, Mont d'Arbois. Et là, vous avez la chaîne des Aravis. Là-bas, il y a le col des Aravis, l'étal, col de l'étal, quoi. Et l'orage, il est au-dessus de Limoges. Dans ce cas-là, sur le massif du Mont Blanc, là-bas, vers l'Aiguille Verte, là, c'était des sprites qui étaient au-dessus de Venise. Venise, et j'en ai même pris qui étaient au-dessus de, juste après Trieste, en Croatie, là, je ne me rappelle plus le nom de la ville, pas trop. Donc, vous voyez que grâce à la dimension du phénomène, on arrive à les prendre jusqu'à... bon, Stéphane, il est arrivé à saisir à 850 km des phénomènes comme ça. Mais après, ça fait trop petit sur la photo. Ici, là, tu peux stopper sur la photo? Oui. Là, j'étais pareil à Maillère, c'est mon Mirador là-haut. Et ben, il y a la super vue sur le Mont Blanc. Et là, à droite, il y a les dômes de Miage. Derrière, c'est la direction de Turin. Là, ça devait être sur Aoste ou un petit peu plus loin. Mais l'orage était très proche. Rendez compte que je suis à 1500 mètres. Je vois le Mont Blanc 4 minutes. Vous savez où sont les sprites? Très haut, alors que tout à l'heure, on les voyait comme ça. Une dimension comme ça, quand ils sont à 600 km, ils sont beaucoup plus petits. Et là, on obtient, quand l'orage est proche, parce qu'en fait, quand c'est sur Turin depuis Maillère, en fait, en distance horizontale, il y a 170 km.
Donc les sprites se produisent très haut. Donc là, à ce moment-là, on utilise un objectif grand angle. Alors ces étincelles, il paraît que c'est un courant de plasma qui monte comme ça. Mais le phénomène, il dure quelques centièmes de seconde. Donc pour le voir à l'œil nu, un truc comme ça à l'œil nu, je pense qu'on ne le verrait pas. Il n'y a pas de zone surexposée. Tout à l'heure, il y en avait avec des fois on voit un peu de blanc dedans, ça veut dire que c'est un peu surexposé. Alors peut-être qu'on apercevrait, mais ce qui se passe, c'est que moi je suis derrière mon trépied, donc j'ai deux appareils photo. Alors ça c'est un sprite fabuleux sur les dômes de Miage. C'est le plus gros que j'ai fait. Et même la chaîne M6 m'avait piqué les images pour faire le journal télévisé avec. Donc je vous ai un petit peu brassé, il m'est revenu quelque chose quand même. Parce que ça, je vous le dis comme ça, s'il y a des photographes, si vous publiez une image sur Facebook et que vous la retrouvez dans une revue ou que vous la voyez à la télé après, sachez que même s'il n'y a jamais mon nom, je ne signe pas mes photos. Dès l'instant qu'on vous prend la photo, vous avez un droit à l'image. Donc, on m'avait dit, oh, tu n'obtiendras rien du tout, parce que Facebook, c'est le domaine public, mais c'est votre propriété, la photo que vous avez mise dessus. Donc, si un jour on vous vole des photos, sachez que vous pouvez faire une petite action en justice et ça se règle très bien. Donc là, l'orage était sur Turin à 170 km. Donc, alors, ces zones qui sont surexposées là-haut, peut-être que ça, vous voyez à l'œil nu, mais le problème, c'est que quand je suis derrière le trépied, j'ai donc, ça c'est un objectif de 24, j'ai un objectif grand angle, puis je mets des fois un 85 ou un 105 pour obtenir un peu des détails du phénomène, surtout dans les tentacules, là. Et en fait, je fais des vidéos. Et depuis l'appareil, j'ai des écrans, des petits écrans Atomos, là. Et cet écran, c'est un lecteur enregistreur. C'est-à-dire qu'il est relié par un câble à l'appareil photo. Il lit. Il vous retransmet l'image filmée par l'appareil photo. Et avec une petite télécommande, quand on voit apparaître, parce qu'alors, je vous garantis que sur le lecteur, c'est clac, vous voyez vraiment un truc rouge qui vient clignoter là. J'appuie sur la télécommande et ce lecteur enregistreur, il a une mémoire tampon de 2 ou 3 secondes, ce qui fait que quand vous enregistrez, il revient 2 secondes ou 3 secondes en arrière. Sinon, ce ne serait pas possible de les attraper comme ça au réflexe. Donc, il enregistre la séance 2 secondes avant, donc vous avez le phénomène d'enregistrer sur la petite vidéo. Et ensuite, avec un logiciel, on va récupérer dans les vidéos, je vais récupérer les images, parce que des fois, elles se répercutent sur 2 images, le sprite. Et je récupère ces images, je les transforme en fichiers TIFF pour pouvoir les traiter sur Photoshop. Donc, comme j'ai les yeux rivés sur les écrans vidéo, je ne vois pas le phénomène. C'est pour ça que je suis incapable de dire s'il se voit à l'œil nu. Il faudrait quelqu'un qui soit à côté. Là, c'est pris depuis les Intages, là, en face sur Combloux, c'est les aiguilles de Varins, avec un orage qui se trouve sur Mulhouse. Alors vous avez vu, vous avez un peu toutes les formes, des fois ça a la forme d'une méduse, avec une méduse avec des tentacules dessous, des fois c'est des bâtons comme ça, alors ils appellent ça des bougies.
Donc en fait, toujours pareil, il faut un appareil très sensible pour capturer ces phénomènes. Un appareil avec un capteur sensible, plus des objectifs très ouverts pour que ça rentre un maximum de lumière et que ça apparaisse sur le film. Voilà, le fameux orage qui était au-dessus de la Croatie. Que vous dire de plus? Bon, il faut être patient, c'est pas tous les orages. Malheureusement, c'est pas tous les fois que vous montez, il y a des orages à des endroits et en fait la cellule n'est pas tellement chargée, la foudre n'est pas de grosse intensité et vous pouvez passer 2 heures derrière le boîtier et il n'y a pas de sprite. C'est un peu aussi ce qui fait le charme. Si à chaque orage il y avait des sprites comme ça. Ah, ça c'est un time-lapse de Jean-Philippe qui est présent ici. C'est un membre du Monde Arbo Astronomie qui fait des time-lapse fabuleux. Ça fait l'occasion de le présenter. Donc peut-être qu'on en a parlé tout à l'heure, l'année prochaine, on pourrait présenter un petit peu des choses comme ça. Il a fait des time-lapse de folie. On pourrait présenter aussi voilà le travail de Jean-Philippe. Ça, c'est le lac de Pressay, le refuge de Pressay avec la pierre à menthe. Elle a une très belle forme. Alors moi, j'étais monté aussi pour essayer de saisir des sprites. Parce que quand il y a les orages dans le sud, à gauche de la pierre à menthe, c'était sur Marseille, et à droite de la pierre à menthe, c'était sur Montpellier. Mais j'ai pas eu de chance, parce que c'était couvert le soir et j'ai rien eu. Donc ça, c'est des time-lapse que les photographes de nuit font. Avec, voilà, vous voyez le déplacement de la Voie lactée pendant la nuit, sur une durée de 3 heures, 4 heures, ça dépend. Donc vous avez les avions qui passent, des satellites, et puis 2-3 nuages pour agrémenter. Voilà, alors je voudrais savoir si vous aviez des questions sur les sprites. Alors le sprite s'appelle aussi farfadet. Peut-être c'est des noms que vous avez peut-être mieux entendus. Ou alors des sylphes rouges aussi. Comment vous savez que l'orage il est à Mulhouse, etc. C'est votre Téléphone. application qui le signale. Téléphone, application. Avec l'application, avec des... Bon, d'abord on regarde la météo, on sait que le soir il y a des orages sur l'Italie, on sait qu'il y a des orages sur Limoges. Donc après, il y a une petite application aussi qui, par exemple, si vous allez sur les sites météo, Météo Blue, tous ces sites-là, vous avez, il y en a qui fournissent la carte des impacts de foudre en direct. C'est-à-dire que ça vous montre la carte de France et puis vous voyez plein de points orange, rouge, blanc. Et c'est les impacts de foudre qu'il y a eu depuis 30 minutes. Et les blancs, les impacts blancs, c'est les plus récents. Donc, vous pouvez savoir exactement où la foudre tombe à l'heure précise, quoi. Donc après, avec une autre application, on peut pointer l'orage par rapport à nos sites et se repérer après par rapport au relief pour être... Ou alors ça vous donne aussi l'azimut, donc avec une boussole, vous pouvez pointer en direction. Bon, après, quand vous avez un grand angle, vous avez un grand champ, c'est pas dur à capter. Alors, mon farfadet, il y en a avec les tentacules vers le bas. Ouais. J'ai cru en voir avec les tentacules vers le haut. Est-ce que c'est lié comme pour les orages et l'ascendant? Ouais. Alors, j'ai vu une vidéo. Il y a une vidéo, si vous tapez sur internet, vidéo sprite grande vitesse. Alors c'était filmé avec une caméra qui filme à 100 000 images secondes. Et alors là,
vous voyez se déplacer les sprites qui montent. Il y a plein de flux comme ça qui montent et il y a des flux qui descendent. Ils se croisent. C'est assez fabuleux. Je ne sais pas comment ils font pour expliquer ça. Les satellites qui tournent autour de la Terre, Oui. les satellites qui tournent autour de la Terre peuvent être perturbés par des sprites. Non. Non. Non, parce que les satellites, bien souvent, ils sont déjà minimum 300-400 km en orbite. Et les sprites, ils se produisent jusqu'à 100 km. Quoi. Ah, mais ça fait des champs magnétiques. C'est trop ponctuel pour être dérangeant, je pense. Et puis, déjà, les orages magnétiques, eux, ils peuvent créer des... J'ai entendu l'autre jour qu'ils avaient remonté les orbites de certains satellites quand il y a eu le gros orage magnétique du 11 mai. Ils avaient remonté les orbites de certains satellites, ils avaient peur que le vent solaire arrive à les pousser un peu vers le bas, puis qu'ils finissent par peut-être tomber sur la Terre. Je sais plus. Pour le 10 mai, il y a des personnes qui n'avaient plus leur GPS. Le GPS ne captait plus le signal à cause des perturbations. Et a priori, le réseau Starlink a une grosse perte de débit dans les heures qui ont suivi. Il a peut-être fallu tout reconfigurer, on ne sait pas. S'il n'y a pas des satellites qui ont été perdus. En tout cas, SpaceX n'en a pas parlé. Ah ouais. S'il y en a de perdu, pour nous c'est gagné parce que pour ceux qui font de la photo de nuit, prendre la gomme et puis effacer les Starlink, parce que quand ils passent, vous en avez 10 l'un à côté de l'autre, vous avez 10 fils, ils sont tout petits hein, les satellites, mais ça laisse quand même une trace en fond de... C'est vrai qu'il nous gâche un peu... Bon, c'est cool. Quand même un écran fabuleux ici, hein, vous avez vu. Ouais, c'est... Ouais. Sacré terrain de jeu. Bon, ben voilà, je pense que... Alors, j'ai pas eu la prétention de remplacer Kenny là, mais je pense que ça vous aura intéressé.